Et voilà. Normalement, vous devez m'entendre. Bonsoir tout le monde. Bonjour si vous êtes sur le continent nord-américain, et plus particulièrement du côté du Québec. J'en reconnais quelques-uns. Salut, salut aux chutistes qui sont là. Je vois que Nour est là. Salut Nour, Michel, Rosan, Elisabeth. Heureux de vous retrouver et on m'indique que le son fonctionne. Donc c'est Sonia aussi est là. Donc c'est formidable. Ben, j'espère d'abord que vous passez toutes et tous de joyeuses fêtes. J'avais pas vraiment prévu cette émission parce que je ne suis pas en vacances. J'ai beaucoup de travail en ce moment, mais je me suis dit que j'allais faire une petite pause écriture pour venir vous retrouver. D'autant plus que la justice américaine, elle non plus, n'arrête pas. Il y a eu entre Noël et aujourd'hui des petits événements au niveau du Michigan, mais aussi, surtout, beaucoup plus important, au niveau de la procédure en cours, de la tentative de Trump d'essayer de faire annuler son procès fédéral de Washington sous prétexte qu'il a une immunité présidentielle totale. On parlera de tout ça parce que ça n'arrête pas. Il y a d'énormes échéances qui arrivent, qui impliquent entre autres la Cour suprême, mais pas que, surtout dans un premier temps la Cour d'appel de DC, donc de Washington, qui est le prochain gros rendez-vous judiciaire de Donald Trump le 9 janvier prochain. Donc on va parler de tout ça. Et puis il y a cette question qui est devenue de plus en plus, comment dire ça, importante sur les réseaux sociaux principalement, mais pas que, de la question de où est Melania. Donc je voulais vous donner des éléments de réponse et au-delà de la question de où est Mélania, on verra où elle était pour Noël, du moins on va donner une explication de où elle était possiblement pour Noël. Euh, il y a un phénomène là qui est intéressant, en tout cas qui m'intéressait de venir disséquer aujourd'hui parce que c'est aussi une question à enjeu politique. Donc voilà, donc on va voir tout ça. Vous connaissez le principe. C'est un space sur X, donc il sera rediffusé ensuite sur YouTube sous forme d'un bonus de la chute, YouTube, où vous pouvez suivre nos podcasts, nos émissions. La dernière était justement consacrée à la guerre contre Noël, où je vous ai raconté comment ce phénomène est né aux États-Unis, les ressorts de communication, pourquoi au-delà du côté stupide, du moins en apparence, de ce débat-là, en fait, il y a un problème plus profond derrière, une volonté de créer un débat qui divise, ce qu'on appelle un wedge aux États-Unis. Et l'ironie de la chose, c'est qu'on a fait cette émission samedi dernier, donc Trump et la guerre contre Noël, et puis le lendemain sur CNews qui copie sans complexe ce qui se passe du côté de Fox News, ben, je me suis retrouvé face exactement aux mêmes arguments, cette fois-ci utilisés par une partie de la droite française, reprise en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux, dans le JDD et donc sur CNews pour nous parler de cette guerre contre Noël. Et donc, si vous êtes intéressé de savoir comment cette guerre contre Noël s'est déroulée aux États-Unis, pourquoi Trump estime qu'il est le vainqueur de cette guerre-là, mais en tout cas sérieusement, comment Trump a utilisé cette notion pendant cette campagne pour faire en fait passer de très nombreux autres messages. Hein. C'est une excuse par avant. La guerre contre Noël, ben, vous avez sur YouTube, sur notre chaîne, vous avez la possibilité de retourner voir cette section-là.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va commencer donc avec la question qui a secoué les réseaux sociaux ces derniers jours. Où est Mélania? Pourquoi elle a secoué les réseaux sociaux? Parce que il y a une absence remarquée depuis des semaines de Mélania, donc l'ancienne première dame, de Mélania aux côtés de Donald Trump pendant sa campagne. Est-ce que cette absence-là est méritée? En fait, dans la réalité, Mélania, dans le passé, c'est très peu impliqué dans la campagne de Trump. Ils ont préféré l'utiliser de manière sporadique et symbolique, déjà parce que, soyons clairs, son anglais est extrêmement mauvais et son élocution en anglais n'est pas non plus d'un excellent niveau. Et donc, résultat, on ne faut pas s'attendre à elle pour être présente sur l'ensemble des meetings Trump. Mais au-delà de ces remarques d'ordre général, euh, c'est vrai que l'absence de Melania a fait poser énormément de questions parce qu'elle n'est pas la seule. Il y a aussi, même si elle a été déclarée et assumée, il y a l'absence d'Ivanka. Il y a Ivanka et Jared qui n'étaient pas là le jour où Trump a annoncé sa candidature et qui ont publié un communiqué de presse en expliquant que ils ne souhaitaient pas s'impliquer dans cette campagne et qu'effectivement ils soutenaient leur père et leur beau-père, mais qu'ils ne s'impliqueraient pas. Et donc la question c'est est-ce qu'on est dans la même situation avec Mélania? Et donc ces derniers jours, à mesure que les images fuitées c'est un grand mot en fait, les images que l'on a vues de la fête, de la soirée de Noël ou du réveillon de Noël euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux viennent souvent de personnes qui sont des membres de Mar-a-Lago qui assistent à la soirée et qui vont poster ça sur Instagram. Euh, donc on a vu ces images et on a remarqué que pour le réveillon du 24, Trump était tout seul à sa table. Il avait des invités, mais en tout cas il n'y avait personne de sa famille et il y a eu donc cette photo que je vous ai partagée hier de la journée de la fête du 25, donc du jour de Noël, toujours à Mar-a-Lago, avec Ivanka à ses côtés, à une place qui aurait pu être celle de Mélania. Deux autres de ses enfants, il y a Tiffany sur le côté. C'est rare que Tiffany Trump apparaisse aux côtés de Trump et apparaisse dans la communication politique de Trump. On sent que c'est pas forcément ça. Je ne sais pas si on peut dire son enfant préféré, mais en tout cas, ce n'est pas son premier choix lorsqu'il faut s'afficher. On remarque la présence de Ivanka, je l'ai dit, de Jared qui est là, de Baron, son fils, derrière lui. Et puis il y a aussi Donald Junior. Il n'y a pas Eric, mais surtout il n'y a pas Melania. Et donc cette photo a fait pas mal réagir. C'était peut-être le but d'ailleurs. Elle a fait pas mal réagir en se demandant mais pourquoi Mélania n'est pas venue même pour le repas de Noël, en sachant que normalement, lorsque Baron, donc qui est le fils qu'elle a eu avec Donald Trump, lorsque Baron est là, Melania est là. Ce matin, Fox News, donc à prendre avec des pincettes forcément parce que c'est Fox News, même si ça change pas grand-chose si c'est vrai ou pas. Fox News a publié une source anonyme qui expliquait que Melania n'était pas présente à à la fête de Noël de Mar-a-Lago parce qu'elle était au chevet de sa mère malade. Ce qui est, ce qui est une bonne excuse, ce qui est d'une probabilité extrêmement plausible et importante et justifiée. Et donc,
On pourrait même se dire, tiens, est-ce que c'est encore un coup de Trump de ne pas avoir communiqué dessus et avoir laissé parler les réseaux sociaux pendant 2 jours sur le sujet et donc occuper encore une fois la, la, l'avant de l'actualité, hein. Je vous répète, je l'ai dit souvent, la manière dont Trump mène une campagne, c'est que il divise sa campagne électorale en journées. Et l'idée est de gagner, c'est quelque chose que faisait George W. Bush, ça a été vraiment le premier président à pousser ce concept à fond, était de considérer que euh, le but était de gagner médiatiquement chaque journée. Que si on avait occupé l'espace médiatique de la journée, c'était une victoire parce que résultat, ça ne laissait pas d'espace à ses opposants. Et on le voit, ça marche formidablement bien dans la campagne des primaires, où les Nikki Haley, les DeSantis et les autres ont été complètement étouffés par le fait que c'est Trump 24/7, donc Trump en permanence. Et donc, est-ce que ça a été une stratégie à ce niveau-là? C'est fort possible du côté de Trump, mais bon, au-delà de la journée de Noël, c'est vrai que c'est un thème récurrent. Et donc moi, je voulais un petit peu m'intéresser à ce phénomène-là. C'est un thème récurrent parce que dans la réalité, il y a une absence euh, publique, non seulement publique de Melania, mais aussi au niveau de Mar-a-Lago, alors que pendant des années, et entre autres avant la présidence, elle était toujours très présente à Mar-a-Lago. Il y a plusieurs témoignages de membres de Mar-a-Lago qui expliquent que Melania n'est jamais visible. Alors la dernière fois, pas que Melania est apparue publiquement, parce qu'il y a eu 2 événements où Melania est apparue publiquement. Le premier, ça a été la cérémonie euh, en hommage à la femme, Rosalynn Carter, à la femme du président Jimmy Carter. Donc, elle était là, comme toutes les First Lady ont été invitées. Elle était présente. Il y a eu aussi il y a quelques images qui ont fuité sur Internet. Elle a participé à Washington à une cérémonie de citoyenneté. Cérémonies de citoyenneté, c'est lorsque vous recevez en tant qu'immigrant votre nationalité américaine, vous prêtez serment, etc., etc. Et très souvent, il y a soit une personnalité qui vient faire un discours pour vous souhaiter bienvenue dans votre nouvelle vie d'Américain, ou soit on demande aux gens qui reçoivent la citoyenneté ce jour-là d'expliquer ce que ça représente pour eux. Et donc, il y a quelques semaines, Melania est apparue à une de ces cérémonies à Washington où elle a parlé de son expérience d'immigrante aux États-Unis. Sinon, donc ça, ce sont les 2 derniers événements publics. Sinon, dans la réalité, avec Trump, il y a peu de choses à se mettre sous la dent. La dernière fois où l'on a vu Melania avec Trump, j'avais partagé à l'époque les images dans une émission de La Chute, d'une rubrique de l'émission qui s'appelle Le Moment MAGA. C'était en fait pour Halloween. Et non, elle n'était pas déguisée. Il y avait une grosse soirée de fête à Mar-a-Lago et elle est arrivée aux côtés de Trump. Elle n'a prononcé aucun discours, elle n'a pas interagi avec la foule et elle s'est assise à sa table et elle est restée environ 1 heure à la table à Mar-a-Lago et puis après elle s'est retirée dans ses appartements. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la dernière fois. Et sinon, dans l'année, il n'y a pas eu grand-chose de Où est Mélania. Donc évidemment, ça fait, comment dire ça, ça fait fructifier toutes les rumeurs à la fois
sur l'état du couple, l'état du contrat qui unirait, hein. Tout ça, ça apprend forcément au conditionnel. Personne est dans non seulement l'intimité du couple, mais les accords entre les éventuels accords entre Melania Trump et leurs avocats. Mais en tout cas, c'est un sujet qui ressort assez fréquemment, qui est une renégociation des conditions de son mariage avec Trump pour apparaître ou pas, et les rumeurs qu'en 2024, elle serait plus présente dans la campagne, que ça va être une une des cartouches de Donald Trump. Dans la réalité, moi je pense que Melania, dans la campagne de 2024, si Trump est le candidat choisi par les républicains au moment de la convention, elle fera un discours. Je pense que c'est garanti d'avance. Peut-être elle participera à un autre événement à un moment ou à un autre où il ira faire une interview amicale dans un média pro-Trump pour s'assurer à ne pas devoir répondre à des questions trop compliquées. Et ici, je ne parle pas de compliqué en termes d'intelligence, mais en termes de sujet par rapport à toutes les affaires euh, qui, euh, qui poursuivent Trump. Donc voilà, je pense que je peux me tromper, mais je pense que son apport à la campagne 2024 sera dans tous les cas limité pour les raisons que je vous ai expliquées plus tôt. Et donc, ce qui est intéressant dans ce phénomène de où est Mélania, c'est que forcément, il est là aussi pour impliquer beaucoup de choses, qu'elle est là avec Trump pour des raisons qui sont quasiment uniquement financières. On n'en sait rien et surtout que il y a de l'eau dans le gaz dans le couple et ça a été un thème qui a été il y a une tentative d'utilisation de ce thème-là, de la question du où est Mélania lors de la campagne qui est en cours pour les primaires, le caucus de l'Iowa. Donc vous savez, c'est le 15 janvier que les primaires républicaines débutent, d'abord avec l'Iowa et puis après le New Hampshire. Et donc c'est un thème qui a été utilisé pour un petit peu embarrasser Trump. Il y avait cette journée où c'était prévu, il devait venir à un match de football américain joué au niveau universitaire, qui sont aux États-Unis des matchs qui sont encore plus populaires que le football professionnel, que la NFL. Donc, ce sont vraiment des rendez-vous importants où les gens vont en génération. C'est-à-dire, vous avez le grand-père, le père, le fils qui sont là. Ce sont vraiment des vitrines extrêmement importantes. Et lors de la première fois que Trump s'est rendu dans un de ces matchs extrêmement importants, et ouais, foule de 50, 60, 70 000 personnes, tout autour du stade, il y avait des affiches qui reprenaient sous le thème du missing, donc des affiches portées disparues avec la photo de Mélania en se demandant où était Mélania. Et pendant le match, il y a un avion, un petit avion qui a volé à basse altitude et qui traînait une banderole derrière écrite où est Mélania. Euh, Apparemment, la rumeur fait que cette attaque-là est venue du camp de Saint-Is. Il y a une guerre. J'en parle très très peu parce que je ne peux pas poster non plus 24 heures sur 24, mais il y a une guerre très forte de trolling sur les réseaux sociaux entre la campagne de Santis et la campagne Trump, avec publication de mèmes, publication de vidéos, d'animations, de vidéos détournées pour se moquer de l'un ou de l'autre candidat. Et donc, cette dimension de la question de où est Mélania est utilisée souvent par les alliés de Ron DeSantis pour essayer de démontrer une faille chez Donald Trump, en tout cas pour lever la question et laisser le public imaginer.
Donc voilà, c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre. On va voir si c'est quelque chose qui va être poussé plus en avant. Moi, je ne pense pas. Au-delà, je pense que c'est un débat qui restera au niveau des réseaux sociaux. Mais voilà, je voulais un petit peu vous donner le contexte de ces questions parce que c'est quelque chose que vous allez voir, voir fleurir. Et donc voilà, donc c'était ce qu'on pouvait dire sur la question de où est Mélania. Donc officiellement, pour Noël, elle était au chevet de sa mère malade. D'ailleurs, on remarquera que le père de Mélania était à cette soirée, mais pas sa mère. Donc c'est une excuse tout à fait probable. Mais au-delà de la journée de Noël, donc la question de où est Mélania est aussi une arme politique dans une campagne, je vous le dis, et je me répète depuis bientôt un an, des mois, qui va être la pire des campagnes où il n'y a pas de sujet tabou, de territoire protégé et où on va s'attaquer euh, à tout le monde avec toutes les armes disponibles. Euh, je pense qu'on va vraiment voir ça démarrer à fond à partir des résultats de l'Iowa, surtout si la deuxième, la personne qui termine deuxième, DeSantis ou Nikki Haley fait un meilleur score que prévu. À partir de là, Trump aura la tentation de partir dans une phase de destruction massive. Son idée à Trump, hein, c'est de remporter les élections primaires avant la fin du mois de mars. C'est un enjeu qui est extrêmement important pour lui. D'ailleurs, il a tout fait pour ça. Ça fait un an et demi que ces relais sur le terrain dans plusieurs États changent, ou ont fait changer, ou ont essayé de faire changer les règles des primaires, principalement dans les États où les voix des primaires, les délégués, qui est le système américain, c'est ça, c'est que les primaires vont désigner un certain nombre de délégués. Ces délégués vont partir après à la convention où ils vont voter pour le candidat qui le représente. Et donc, de nombreux États ont une proportionnelle, où donc vous pouvez finir jusqu'à quatrième ou cinquième selon votre score et obtenir une partie de ces délégués-là. C'est une stratégie qui n'intéresse absolument pas Trump. Lui, il préfère, et je vais vous expliquer pourquoi, les États où le gagnant remporte la totalité des délégués. Et donc, en coulisses, pendant un an, sans que personne vraiment en parle et s'en rende compte, c'est ce qu'il a fait. Il a fait changer les règles. Et dans les États où il n'a pas réussi, comme le Nevada, par exemple, où je réside, dans le Nevada, il n'a pas réussi à faire changer les règles. Donc, il a organisé son propre scrutin. Le Nevada a deux scrutins à deux scrutins pour les primaires républicaines. Évidemment, le scrutin organisé par Trump va se dérouler avant le scrutin officiel, ce qui lui permettra d'assumer la victoire et de dire qu'il récupère tous les délégués. Alors pourquoi il veut récupérer tous les délégués? Parce que ça va lui permettre assez rapidement, donc idéalement dans le courant du mois de mars, de dire que plus personne peut le rattraper, que ça va être lui qui va devenir le candidat officiel et donc de demander l'aide financière du Parti républicain. Hein, en ce moment, il ne peut pas bénéficier de l'aide financière du Parti républicain parce que le Parti républicain ne peut pas choisir un candidat aux dépens d'autres. Donc, le Parti républicain est obligé d'attendre qu'il y ait un candidat officiel pour mettre ses ressources financières dessus. Trump a besoin que ça s'arrête rapidement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la quasi-totalité de l'argent qu'il lève, qu'il reçoit de ses supporters, est utilisé pour répondre à ces problèmes juridiques, que ce soit, et c'est là où c'est extrêmement troublant, et on est vraiment dans une zone d'ombre
mais vraiment d'ombre très 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 foncée du financement des campagnes, de campagne électorale et d'une forme d'enrichissement personnel. C'est que par exemple, on s'est rendu compte que le procès qui a eu lieu à New York pour des fraudes qu'il a opérées lorsqu'il était un homme d'affaires à New York, donc bien avant qu'il soit candidat, hein, c'est sur une période de 10 ans avant même qu'il soit président. C'est un procès qui lui a coûté au moins 4,5 millions de dollars. On aura le jugement de ce procès-là à la fin du mois de janvier. Évidemment, ça sera l'occasion de faire une édition spéciale de la chute. Et donc, ces 4,5 millions, ben, on s'est rendu compte qu'ils ont été payés par sa campagne, Trump. Donc, on lui reproche des fraudes qui ont été faites dans les années 2000 et 2010, alors qu'il était homme d'affaires à New York, à la présidence de la Trump Org, et il fait payer ces frais-là par des dons de personnes qui lui ont envoyé cet argent-là pour l'aider à redevenir président. Et donc, c'est la grosse difficulté de Trump aujourd'hui, c'est d'obtenir des fonds pour faire campagne. Même s'il a cette énorme publicité en étant présent dans les médias 24 heures sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la réalité, il va y avoir besoin d'acheter des spots publicitaires, d'autant plus que Joe Biden, de son côté, n'a pas à se battre pendant des primaires, donc les ressources qu'ont les démocrates vont être entièrement utilisées pour la campagne générale, vraisemblablement, vraisemblablement contre Trump, et deux, Biden est en train de battre des records de récolte de fonds. Pour ceux qui s'intéressent à la question il faut suivre l'argent pour voir c'est quoi la vraie tendance. C'est un des outils qui permet, c'est pas le seul, mais c'est un des outils qui permet d'anticiper sur ce qui va se passer en 2024 sur la campagne et aussi peut-être sur les résultats de l'élection. Donc cette volonté de follow the money, euh, pour l'instant, Biden bat des records de levée de fonds et on attend les chiffres publiés à la fin sont des chiffres publics, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible de mentir dessus, de dire qu'on a récolté des centaines de millions quand on en a encore récolté que 40, hein. Au dernier, vous voyez la différence, au dernier trimestre, qui sont des derniers trimestres, Trump a récolté 40 millions de dollars pour sa campagne et dans le même temps, Biden en a récolté 75. Donc il y a une vraie différence en faveur de Biden, d'autant plus que l'argent récolté par Trump ne sert pas à la campagne, mais sert à autre chose. Et donc il espère gommer une partie de ces déficits en étant élu le plus rapidement possible. Donc ça passe pour lui par un énorme score dans l'Iowa et surtout un tout petit score du deuxième et du troisième pour dire que il n'a pas de concurrent. On prendra quand même les résultats de l'Iowa avec les pincettes d'usage. C'est un caucus. Un caucus, c'est lorsque les électeurs se réunissent, donc physiquement, c'est pas une journée où on va déposer des bulletins, mais on se réunit dans différents lieux, dans les différents districts politiques, donc les différents districts de l'Iowa, et on vote tous à un moment donné. C'est un vote à bulletin secret, mais dans certains États, ça peut être un vote à main levée, par exemple. Mais on va se méfier parce que, par exemple, en 2016, lorsque Trump était candidat, on l'a annoncé grand gagnant du, euh, du scrutin de l'Iowa. En fait, c'est Ted Cruz qui a gagné, ce qui n'a pas empêché Trump d'être candidat, puis même d'être élu président d'après. Après, le New Hampshire, ça s'est à peu près passé pareil. Trump a fini numéro un, mais
mais tout le classement derrière ne correspondait pas au sondage, c'est-à-dire de la deuxième à la sixième place. Même le score de Trump n'était pas à la hauteur et les écarts étaient plus serrés. Donc ces primaires sont toujours à prendre avec prudence parce que ça touche un tout petit nombre d'électeurs. Deux, c'est souvent des guerres de pouvoir locaux. Et dans cette guerre de pouvoirs locaux, l'idée d'être soutenu par les personnalités du Parti républicain au niveau de l'État est clé. La plupart des soutiens importants et religieux, parce que ça fait partie aussi, c'est une partie extrêmement importante de cette primaire dans l'Iowa, est allée du côté de DeSantis. Donc, on va voir comment ça va se jouer le 15 janvier, comment cette question de où est Mélania va être utilisée ou pas. Et donc, si les résultats sont un peu plus serrés que ce qu'espère Trump, on va avoir une intensité en augmentation des attaques et des attaques vraiment à tous les niveaux. Donc, on va suivre ça. Voilà ce que on pouvait dire sur ce que je voulais vous dire, en tout cas sur la question de où est Mélania, qui nous a permis aussi de parler des primaires du 15 janvier. Si personne n'est là et a des questions sur le sujet ou ne veut intervenir, si c'est le cas, c'est le moment. Sinon, on va passer tout de suite au point sur les procès de Trump. Alors, je regarde 2 secondes. Non, on n'a personne. Donc, vous êtes plusieurs à nous écouter, mais personne n'a quelque chose à dire sur la question de où est Mélania. Personne n'a des informations précises. C'est pas grave. On va passer sur la question des procès parce que pendant les vacances de Noël, la justice ne prend pas de vacances et donc il y a eu, et ce n'est pas terminé, il va y en avoir d'autres, et il y a eu plusieurs petits événements qui ont une certaine importance. On va commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, du la Cour suprême du Michigan a rejeté une demande de disqualification de Donald Trump pour les primaires du Michigan, les primaires du Parti républicain dans le cadre de cette fameuse section 3 du 14e amendement. Vous savez que c'est cette clause de la section 3 du 14e amendement qui a été mise en avant par le Colorado, qui a suivi une procédure unique avec un véritable procès en première instance où les partis, y compris Trump, ont pu présenter leurs preuves, leurs témoins et leurs experts. Et au terme de cette première décision, qui se résume à Trump s'est rendu coupable d'une insurrection, a incité à une insurrection le 6 janvier, mais ne qualifie pas, dans le cadre de la loi de cette section 3 du 14e amendement qui n'autorise pas quelqu'un qui a prêté serment, qui est ce qu'on appelle un officer of the United States, donc un serviteur de la fonction publique, serviteur du gouvernement américain, de se représenter s'il a pris part à une insurrection. Il y a eu un appel qui est parti à la Cour suprême du Colorado et la Cour suprême du Colorado a renversé la première décision en confirmant à nouveau que Trump non seulement avait pris part à une insurrection et incité à une insurrection dans le but d'arrêter le processus électoral et la passation de pouvoir pour permettre à Biden de devenir président des États-Unis, mais qu'il qualifiait bien dans le cadre de la loi qu'il avait bien prêté serment à la Constitution et qu'il était bien un officer of the United States et qu'à partir de là, il était disqualifié. Donc cette procédure
au Colorado. Cette décision au Colorado, qui est une décision extrêmement importante, je vais vous en parler. Il va y avoir évidemment, et pourquoi évidemment, je vais vous le dire aussi, il va y avoir un appel de Trump devant la Cour suprême des États-Unis, hein, un appel qui pourrait arriver aujourd'hui ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, parce que on est dans un calendrier qui est extrêmement serré. Justement, lorsque les juges ont pris cette décision de faire disqualifier Donald Trump du scrutin des primaires au Colorado, ils lui ont donné un délai de 14 jours pour déposer une requête à la Cour suprême des États-Unis. Donc, non seulement ce délai touche à sa fin, donc il va y avoir cette requête, mais au-delà de ça, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'arrêt du Colorado est désormais utilisé dans d'autres États pour tenter d'obtenir les mêmes résultats. Oui, mais alors le Michigan. Le Michigan est une procédure qui a été entamée bien avant tout ça, qui n'a pas intégré ce qui s'est passé au Colorado dans leur appel devant la Cour suprême du Michigan, même si quelques jours avant la décision, les plaignants ont envoyé l'arrêt du Colorado pour que le juge puisse le consulter. Mais il n'est pas au cœur de la procédure. Procédure que j'ai suivie dès le départ, j'en avais parlé dans la chute, en expliquant que lorsque j'avais comparé le travail fait par les avocats, ce ne sont pas les mêmes groupes, par les avocats des plaignants du Colorado. Les plaignants du Colorado sont des électeurs, quatre républicains, deux électeurs indépendants, hein, qui ont demandé que Trump soit disqualifié dans le cadre de cette loi. Il y avait une présentation extrêmement, comment dire ça, efficace et complète de tous les points levés par ce texte-là. J'avais été très impressionné et c'est pour ça que je ne suis pas surpris de la décision de la Cour suprême. Une décision de la Cour suprême qui, d'une manière générale, la Cour suprême du Colorado a voté par 4 voix pour et 3 voix contre la disqualification de Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 3 voix contre, ce sont sur des questions de savoir si le Colorado lui-même, en tant qu'État, a ce pouvoir-là. Sur les questions, par exemple, de si Trump, si le 6 janvier 2021 était une insurrection et si Trump a incité à cette insurrection, on se retrouve avec du vote 7-0. Donc, on a 7 magistrats qui, en étudiant ce dossier-là, en étudiant le dossier, les éléments du dossier, les témoignages, les preuves, les expertises, ont décidé que Trump était bien coupable d'une insurrection. 7 sur 0. Et donc, le Michigan, l'avocat qui a présenté le dossier, donc j'avais écouté cette première session. Déjà, ce n'était pas le même processus avec ce procès, avec ces experts. C'était un magistrat qui présente, c'était des avocats de chaque partie qui présentaient leur dossier en 1 heure. Je l'avais trouvé relativement évasif sur des points extrêmement importants et qui en plus étaient facilement prouvables. Donc, quoi qu'il en soit, en bout de procédure, donc aujourd'hui, la Cour supérieure du Michigan vient de refuser, mais ce refus est plus important parce qu'il ne dit pas que sur ce qu'il dit. Ce refus n'est pas un rejet de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Ce n'est pas un rejet de ce qui s'est passé au Colorado, par exemple. Ce refus ne s'adresse même pas, ne s'est même pas penché sur la question de l'insurrection. Hein, il n'y a même pas un avis là-dessus. En fait, ce rejet est lié à des lois 100%, 100% liées au Michigan. Et la question générale, c'est de dire que
le Michigan n'a pas dans son armada de lois une loi qui lui permet d'empêcher un candidat aux primaires. Et on est bien là. Ils estiment que l'organisation de primaires n'a rien à voir avec une élection générale. Et donc le refus est basé sur le fait qu'il n'y a pas de mécanisme dans l'État du Michigan qui permet d'exclure un candidat d'une primaire. Ce n'est Ça n'a rien à voir avec l'insurrection et ça n'a rien à voir avec l'élection générale. Et d'ailleurs, l'arrêt laisse la porte ouverte à ce qu'il y ait, comme on l'a vu au Minnesota, le Minnesota a refusé pour les mêmes raisons, en disant que le Minnesota n'avait pas ce pouvoir pendant les primaires, que les primaires étaient quasiment une organisation privée, parce que ce sont des élections organisées par un parti politique et que donc la justice ne pouvait pas s'y appliquer, en tout cas pas dans ces cas-là. Le Minnesota avait fait la même conclusion, mais en précisant que cela ne dispensait pas les plaignants à représenter un dossier pour l'élection générale, qui pour le coup est une élection officielle. Donc, ça sera différent. Donc voilà, donc le Michigan, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ce n'est pas une réponse au Colorado, ce n'est pas une position contraire au Colorado. Sur les points levés et mis en avant par le Colorado, il n'y a eu aucun débat, ça ne faisait même pas partie de la plainte. La question était de savoir si le Michigan ou pas pouvait limiter des candidats lors des élections primaires. Et la réponse est non. Donc, comme je vous l'ai dit, au-delà de ça, il va y avoir dans les jours, peut-être dans les heures à venir, l'intervention du moins l'intervention, le brief, la demande de Trump de demander à la Cour suprême de revenir, la Cour suprême des États-Unis de revenir sur la sur la décision de la Cour suprême du Colorado qui le disqualifie. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit lorsqu'on avait fait cette émission spéciale pour vivre cette décision en direct, une émission qu'on avait fait sur ma chaîne YouTube, une édition spéciale, euh, la décision du Colorado est en train de faire jurisprudence et utilisée désormais dans d'autres États pour justifier la disqualification de Donald Trump. Il y a 3 États où il y a des procédures qui avancent dans le même style. Il y a Washington State, même si je pense que sur le niveau de Washington State, le, le, la réponse sera sûrement du même ordre que celle du Michigan en disant que oui, d'accord, peut-être, mais le Washington State ne peut pas se mêler d'élections privées et donc on attendra une élection générale. Et puis il y a l'Oregon et il y a le Maine. Et le Maine, c'est extrêmement important. C'est vraiment une épine dans le pied de Trump parce que, déjà, il y a 3 procédures différentes en cours contre elle. Et la procédure la plus importante, euh, elle utilise une notion de droit américaine, ce qu'on appelle le collateral estoppel. Et le collateral estoppel, c'est une notion qui fait de dire, voilà, vu que il y a eu une décision d'une cour supérieure dans un État, le Colorado, la Cour suprême, et que cette décision n'a pas été contestée, parce que pour l'instant, tant que Trump n'a pas fait appel, elle ne l'est pas. Vu que cette décision n'a pas été constatée, c'est donc une décision finale, le Maine est dans le devoir d'utiliser les conclusions du Colorado pour arriver aux mêmes choses, que ce qui fait foi, ce qui fait loi, c'est le dernier arrêt en cours d'une cour supérieure, c'est donc le Colorado. Et donc si Trump ne, ne, ne pose pas un recours à la Cour suprême des États-Unis, ça veut dire que plusieurs États peuvent prendre la décision de Colorado et disent, bon ben voilà, la décision n'a pas été contestée, donc c'est la loi, et cet arrêt-là, on peut l'appliquer dans notre État. Et donc vous imaginez comment c'est problématique pour Trump de laisser traîner ce genre de situation, laisser se développer. Donc là, ce qu'il fait au Maine est en train de se lancer dans une procédure qui est
exactement la même qu'il a utilisée à Washington et surtout qu'il a utilisée au Colorado. Hein. Si on arrive dans ces délais-là au Colorado et au Maine, c'est parce que aussi avant que l'on arrive à des procès, il y a toutes ces tentatives de Trump de faire annuler ces procès, de faire récuser des juges, de faire récuser des Secretary of State, de refuser des témoins, d'empêcher que la question soit évoquée publiquement. Parce qu'évidemment, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il y ait un autre magistrat, un magistrat de plus parce qu'il y a eu les 7 magistrats de la Cour suprême du Colorado, mais aussi la juge Wallace au Colorado, donc au premier niveau d'instance, qui a déclaré que Trump a pris part à une insurrection. Et c'est problématique pour lui dans ses affaires pénales, où il risque de la prison si c'est le cas, et c'est problématique pour lui aussi dans ses affaires civiles, où il y a des plaintes en cours de personnes qui ont été blessées, qui ont été emprisonnées et qui peuvent se retourner contre Trump maintenant en disant mais si c'est si c'est vous qui êtes responsable de cette situation-là, bah, vous devez être condamné. Donc c'est pour ça que Trump, dans les heures qui arrivent, va devoir déposer cet appel au niveau de la Cour suprême pour empêcher que plusieurs États, parce que c'est ce qui va se passer entre autres au Maine, utilisent l'arrêt de la Cour suprême du Colorado en disant voilà, c'est la dernière décision, il n'y en a pas d'autre, et donc c'est la loi, et disqualifie Trump dans d'autres États. Donc évidemment, on va suivre ça. Je suis assez impatient de voir, de lire le contenu de ce que sera la demande de Trump sur la Cour suprême. Ce n'est pas une affaire gagnée d'avance pour Trump. Je sais qu'il y a un contexte politique particulier et c'est difficile d'envisager l'idée que la Cour suprême valide la décision du Colorado qui aurait pour effet de disqualifier Trump de l'élection 2024, donc il y aurait un poids extrêmement important. Mais comme je l'ai déjà dit, dans le passé, il y a un exemple extrêmement important de l'histoire des États-Unis où la Cour suprême a joué un rôle clé, décisif dans une élection américaine. C'est en 2000, lorsque la Cour suprême a ordonné l'arrêt du recompte des voix en Floride. L'élection américaine se jouait entre Bush et Al Gore en Floride, et cette décision a eu comme effet en tout cas, à George Bush de gagner l'élection. Donc la Cour suprême va se retrouver face à une question un choix extrêmement intéressant. De savoir si elle accepte le cas, je ne pense pas qu'elle va le refuser. Deux, de savoir est-ce qu'on peut juger ce cas sans arrière-pensée politique et uniquement en termes de droit, parce que en termes de droit constitutionnel, parce que au-delà de la plainte de Trump, il pose des tas de questions sur le cadre du pouvoir présidentiel et une insurrection. Donc, ça va être des points qui vont être importants. Et encore une fois, l'arrêt qui est contre Trump, c'est un arrêt en deux parties, si vous voulez, pour simplifier les choses. Il y a toute la partie factuelle, qui est toutes les questions sur l'insurrection. Donc, est-ce que la Cour suprême va vouloir se prononcer sur cette partie factuelle? Je ne pense pas. On va voir comment elle arrive à s'échapper de ça, parce que la partie factuelle, si la Cour suprême dit voilà, oui, il est responsable d'une insurrection, c'est quelque chose qui va avoir énormément de poids et de conséquences. Donc je pense que la Cour suprême, in fine, va se concentrer sur la deuxième partie du dossier, qui sont plutôt des questions techniques liées, par exemple, au pouvoir d'un État sur une élection générale, sur des questions de ce qu'on appelle le due process, donc de savoir si les 5 jours de procès dans le Colorado étaient suffisant pour assurer que Trump, comme n'importe quel autre inculpé ou a eu ses droits à une défense complète et juste
de respecter. Donc je pense que s'il y a une décision de la Cour suprême, il y aura une décision de la Cour suprême et que c'est un rejet du Colorado, ça se basera sur ces points techniques-là et que la Cour suprême va tout faire pour éviter de se prononcer sur les questions factuelles qui sont vraiment un sac de nœuds pour la Cour suprême. Donc voilà, donc ça c'est pour le 14, la section 3 du 14e amendement. Et donc l'autre procédure qui va aussi peut-être à terme, hein, je vais vous expliquer d'après moi ce qui seront les deux scénarios, le scénario idéal pour Trump et le scénario catastrophe pour Trump. La Cour suprême des États-Unis risque d'être impliquée dans ce qui est en train de se jouer en ce moment à Washington, avec, il y a 2 jours, et je vous ai fait une série juste avant Noël, de décryptage de la requête présentée par les avocats de Trump pour expliquer que Trump bénéficie d'une impunité totale en tant que président, mais aussi qu'il a déjà été jugé par s'est jugé et acquitté par le Sénat sur ces faits et que donc il ne peut pas être jugé une deuxième fois dans le cadre de ce qu'on appelle aux États-Unis la loi de Double Jeopardy. Donc je vous ai expliqué tout ça, je ne vais pas revenir dessus. On est dans une stratégie qui est un moment qui est un petit peu fou. J'écrivais ça tout à l'heure, ce matin ou hier, je me rappelle plus, sur lorsque vous soutenez notre émission, vous avez via Kiss Kiss Bang Bang, il y a le lien pour celles et ceux que ça intéresse sous ce tweet. Vous avez la possibilité de rejoindre un chat privé réservé aux chutistes sur Telegram où on discute de beaucoup de choses et entre autres de politique américaine. Et j'expliquais ce matin, ce qui était complètement fou dans cette situation depuis des semaines, c'est que on est obligé de parler et d'expliquer et de justifier des points qui en fait sont complètement, où ça serait complètement normal de ne pas les expliquer, de ne pas les justifier tellement qu'ils sont ridicules et que je ne parle pas que de mon travail d'autres spécialistes, mais aussi la justice qui pourrait dire de manière très simple, mais elle ne peut pas le faire sous risque d'un vice de forme qui, pour le coup, permettrait d'annuler les procédures en cours, de dire simplement que ça n'a pas de sens de faire ces demandes-là. Et c'est toute la force de la stratégie de Trump de gagner du temps, c'est de venir poser toutes ces questions qui sont complexes, qui rendent le débat complètement opaque pour les gens de l'extérieur, sur encore une fois des points qui ne mériteraient pas. Et la force des avocats de Trump, hein, il faut leur rendre crédit, ça a été d'identifier des points qui n'ont pas été encore traités par la justice américaine, donc où la question n'a pas été encore élucidée par la Cour suprême, et donc d'espérer que euh, ces, euh, ces questions-là, le temps de les élucider, va faire que les procès vont être reportés après l'élection présidentielle, parce que Trump ne veut surtout pas être jugé et reconnu coupable avant l'élection présidentielle et espère que s'il est élu en 2025, il espère être élu donc en 2025, il prendrait le pouvoir le 20 janvier 2025, élu en 2024, il sera en mesure, en devenant président des États-Unis, d'ordonner à son attorney general, donc son ministre de la Justice, de faire annuler toutes ces procédures fédérales contre lui. Et donc, il a cette stratégie de faire durer le processus en demandant des annulations de son procès sur des questions qui, sincèrement, ne méritent pas tout le temps que l'on passe à les expliquer, mais qui, dans la réalité, doivent avoir une réponse de la justice. Donc, ce qui rallonge ce processus, hein, c'est vraiment sa seule stratégie. Sur le dossier, il est cuit, il n'a pas d'éléments en sa faveur, donc on essaye de repousser l'échéance et sur le vide juridique. Là, en fait, le vide juridique, et ce qui est assez amusant, c'est que le brief donc, de ces avocats débutait sur ça en disant mais c'est fou, on va créer un précédent. Jamais aucun président n'a été condamné pour ses actes, mais en fait, le véritable précédent, il faut inverser
le problème, c'est que jamais aucun président de l'histoire des États-Unis s'est mis dans cette position d'avoir tenté, d'avoir incité une insurrection et tenté un coup d'État pour rester en place. Donc c'est pour ça qu'on est dans des territoires nouveaux et que donc l'espoir de Trump, c'est de dire, bah tiens, vu que ce sont des questions qui n'ont jamais été élucidées parce qu'elles ne se sont jamais posées avant, hein, en 200, quasiment 240 ans, elles ne se sont jamais posées. Donc c'est de se dire, bah, ça va prendre énormément de temps. Donc il y a eu une procédure tentée, une double procédure tentée par le procureur spécial Jack Smith de mettre fin à ces tentatives de délai en demandant à la Cour suprême de se prononcer. Il y a eu un refus de la Cour suprême. On a fait un space récemment où je vous ai expliqué ce qu'il voulait dire et surtout ce qu'il ne voulait pas dire parce qu'on a été évidemment noyé de fake news et d'éléments de langage repris involontairement ou pas, mot par mot, par les médias francophones et par certains comptes de, entre guillemets, experts des États-Unis sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous avais fait un space là-dessus. Et donc, il y avait une partie de la procédure qui était au niveau de la Cour suprême qui ne veut pas se prononcer pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette procédure d'appel qui est en cours et dont les débats auront lieu le 9 janvier prochain pour décider de la solidité des arguments de Trump. Donc il y a eu le dépôt avant-hier des arguments de ses avocats. Allez voir les tweets que j'ai faits où je détaille pourquoi ils ne peuvent pas tenir la route et ils ne tiendront pas la route. Il y a eu aussi hier la Cour, et c'est un signe extrêmement intéressant et décourageant pour Trump. Il y a eu hier il y a quelques jours des personnalités du Parti républicain, plutôt des personnalités conservatrices, donc du mouvement conservateur, des anciens du département de la justice sous l'administration Trump à un très haut niveau, mais aussi l'administration d'autres présidents républicains qui ont fait ce qu'on appelle un brief amicus et qui expliquent que il ne faut pas accepter la demande de Trump de dire qu'il a cette impunité complète en tant que président des États-Unis. Donc c'est un document qui va contre Trump, hein. C'est très classique que les partisans des deux partis fassent cette démarche d'aller envoyer à la Cour ces briefs amicus, donc qui sont leur analyse de la situation. Ce qui est plus rare, c'est que lorsque la Cour accepte une de ces démarches et décide de la verser au dossier, ce qui veut dire qu'elle peut y faire référence lors des débats et lors de son arrêt. Et hier, bon, je sais, période des fêtes, donc c'est passé forcément de manière quasi complètement inaperçue. Et hier, donc, la Cour d'appel a accepté de mettre officiellement au dossier cette démarche faite donc par des républicains, par des spécialistes de droit, par des anciens du département de la justice, de présidents républicains dont Trump, cette démarche en disant qu'il ne fallait pas aller dans le sens de Trump, ce qui est un indice extrêmement important de ce qui devrait se passer devant cette cour d'appel du 9 janvier. Alors on est dans une procédure accélérée. Donc dans le cadre de cette procédure accélérée, ça veut dire que la Cour d'appel va nous donner une réponse extrêmement vite, extrêmement rapide de savoir s'il rejette l'appel de Trump ou pas. Et à partir de là, il y a plusieurs scénarios. Et lorsque je vous dis extrêmement rapide, ne soyez pas surpris. La- les, les auditions ont lieu le 9 janvier, que 48 heures après, hein, le 11, avant le 15 dans tous les cas, que la Cour d'appel du Colorado se soit prononcée
sur cette demande de Trump de faire annuler les procédures en cours contre lui à Washington autour de ses efforts pour rester en place, rester au pouvoir malgré sa défaite électorale. Je pense qu'on va avoir une réponse extrêmement rapide. Et là, dans le cadre de cette réponse extrêmement rapide, il y a deux scénarios. Il y a un scénario qui est le scénario idéal pour Trump et un scénario qui est complètement catastrophique pour Trump. Donc, le scénario idéal, dans l'absolu, ça serait qu'il gagne, mais sur le fond et sur le précédent que ça crée, il ne peut pas gagner. Donc, le scénario idéal serait pour lui une défaite, mais, et c'est ça, et ses avocats vont demander ça et ont demandé ça, c'est que cette défaite s'accompagne de ce qu'on appelle un stay. Lorsque Trump a déposé sa demande d'appel au niveau de la Cour d'appel, donc le DC Circuit au niveau de Washington DC, il y a eu de manière administrative un arrêt de la préparation du procès. C'est-à-dire que tant que cette procédure que Trump pensait allait durer 6 mois, un an et demi, tant que cette procédure n'était pas arrivée à son terme, il y avait cette suspension de la préparation du procès. Et donc, c'était une victoire majeure pour Trump parce que ça voulait dire que pendant que toute cette question de impunité, de double jeopardy, etc., euh, pendant que toute cette procédure était en cours, le procès qui est prévu, je vous le rappelle, pour le 4 mars prochain, 4 mars 2024, on y arrive, le procès ne pouvait pas se préparer et ne pouvait pas du coup avoir lieu. Et donc, lui, ce qu'il souhaite, maintenant qu'on est rentré dans une procédure accélérée, qui était une très mauvaise nouvelle pour lui, ce qu'il souhaite, c'est que même en cas de défaite électorale, de défaite judiciaire, de défaite le 9, le 9, le 9 janvier prochain, que la décision de la décision d'arrêter la préparation du procès continue le temps qu'il parte en appel devant la Cour suprême. Donc ça, c'est son scénario de victoire où sa requête est rejetée par la Cour d'appel, mais la Cour d'appel dit que, OK, en attendant que la Cour suprême se prononce, la suspension de la préparation du procès continue. Donc ça, c'est son meilleur scénario. Le pire est en 3 étapes. Très simple, vous avez compris. C'est que, le 9 janvier, ils perdent, donc c'est une victoire de Smith, que la Cour d'appel, elle a ce pouvoir, décide de dire que, OK, vu que c'est une défaite en deuxième cour, donc la cour d'appel, c'est deuxième niveau, à partir de là, l'arrêt de la préparation du procès soit annulé. Donc, on continue à travailler pour un rendez-vous devant le tribunal le 4 mars. Donc ça serait terrible pour Trump. Et que, en plus, derrière, et c'est un scénario très, très plausible, que la Cour suprême décide de ne pas prendre l'appel de Trump en disant que il y a eu ce fameux due process dont je vous parlais tout à l'heure, avec un juge d'abord, niveau 1, qui a donné son avis, en niveau 2, une cour d'appel qui est allée dans ce sens-là, que la Cour suprême n'a rien à rajouter sur la question et que la Cour suprême prendra un appel lorsque le procès sera jugé. Et donc là, ça voudrait dire que le procès est maintenu pour le mars ou peut-être avril 2024 et c'est une catastrophe pour Trump. Donc ça, on en aura une indication extrêmement précise le 9 janvier. Évidemment, c'est un débat que je vais vous faire, une audience que je vais vous faire vivre en direct
pas sur X, mais sur notre chaîne YouTube. On a déjà fait ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, hein, allez-y, c'est complètement gratuit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on vivra en direct ces moments qui est sûrement le moment le plus important de la campagne présidentielle et de l'avenir et de l'avenir politique de Trump et de l'avenir tout simplement possiblement carcéral de Trump. Je vous rappelle que les charges de l'acte d'inculpation, les charges retenues contre lui sont liées aussi à des peines de prison, que cette même stratégie d'impunité présidentielle, Trump, il l'utilise aussi en Géorgie où en Géorgie, qui est une affaire au niveau de l'État, il est poursuivi dans le cadre du RICO Act, du Georgia RICO Act, qui lui prévoit, s'il est reconnu coupable et que la prison a été plaidée, pour l'instant, la procureure Fannie Willis a toujours indiqué qu'elle souhaitait demander des peines de prison. La peine minimum de prison, c'est 5 ans et c'est incompressible. Donc, vous voyez l'importance de cette journée du 9 janvier. Donc, encore une fois, je viens de poster le lien sous ce tweet. Je vous invite, le tweet annonçant le space, je vous invite évidemment à venir vous abonner à notre chaîne et puis de cliquer sur les, euh, les, euh, de cliquer sur la notification parce que ça sera des horaires particuliers. Donc voilà, je vais prendre vos questions pour ceux qui s'impatientent. Pour ceux qui s'impatientent, c'est difficile lorsqu'on est dans ces explications de partir sur des sujets variés et divers, et puis après on n'arrive pas à terminer la démonstration. Donc la manière dont je procède toujours, c'est que on parle d'un sujet à fond et ensuite on ouvre les questions. Donc je vais prendre certaines de vos questions. Là, je pense que j'ai fait le tour et encore une fois, vous connaissez les règles. Ce n'est absolument pas, je ne vise personne qui attend. Pour parler, je répète les règles de manière générale. Si votre intention est de faire du trolling ou de transformer cette plateforme en propagande, évidemment, je serai obligé de vous interrompre, mais sinon, je suis très heureux et disponible pour prendre vos questions. Donc, on va prendre François Janvion. Javion, excusez-moi. On vous entend. Ah, non, on vous entend plus. Il faut appuyer sur l'icône en bas du micro. Vous êtes connecté, François. Vous m'entendez? Très bien, c'est à vous. Oui, merci. Merci William. Déjà, merci pour ce que vous faites. C'est Je vous en prie. franchement génial d'avoir cette vision juridique sur un système américain qui est assez complexe. Donc Oui, là-dessus, je vous remercie je vous en prie. réellement. Et enfin, pour moi-même, être juriste est bien moins renseigné que vous sur le juriste français, quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà. Un peu moins renseigné que vous sur le système américain. Mais je sais que, par exemple, quand on peut être élu en tant que président américain quand on est en prison. Oui. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, parce que malgré tous les procès qu'il a et tout ce que Trump, et je suis tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs sur tous les commentaires juridiques que vous faites, et le courage surtout des juges qui le font. Mais Mhm. j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Qu'en est-il d'un élu incarcéré qui pourrait se faire élire et lui-même, du coup, ben, Ouais. voilà. S'autogratier. Et Ok. Non.
Ok, ce sont des bonnes questions et puis qui reviennent assez souvent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est parce qu'effectivement on est dans ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on parlait de ces différents de ces appels devant au niveau au niveau de la Constitution des États-Unis, on est dans quasiment dans du nouveau où il n'y a pas de précédent. On est à peu près dans ce cas-là. Donc on peut partir sur de l'interprétation. Ce que je vais faire. Juste une petite parenthèse, vous venez de parler du courage des juges, et c'est vrai qu'il faut le souligner, euh, car par exemple, les magistrats qui ont voté, les magistrats de la Cour suprême du Colorado qui ont donc voté pour la disqualification de Trump, sont depuis sous protection de la police parce que il y a eu de nombreuses menaces menaces de mort, des menaces qui sont tellement prises au sérieux que depuis hier, le FBI, donc au niveau fédéral, a été obligé d'ouvrir une enquête sur le sujet. Et là, on en parle au Colorado, mais dans toutes les instructions où Trump se retrouve mêlé, hein, que ce soit au niveau civil ou au niveau pénal, on se retrouve exactement dans le même environnement où les procureurs, les juges sont menacés par les supporters de Trump. Entre autres, il va y avoir au mois de janvier ce, euh, ce deuxième procès de Trump dans l'affaire de harcèlement, pas d'harcèlement sexuel, d'abus sexuels et de viol de manière digitale de E. Jean Carroll à New York, et un deuxième procès en diffamation. Le juge a pris la décision de protéger l'anonymat du jury, donc de ne pas publier les noms comme c'est l'usage dans l'État de New York, parce que il faut les protéger parce ils ont peur qu'ils se fassent agresser par des supporters Trump. Donc c'est effectivement important à chaque fois de le souligner. On est vraiment dans une personnalité qui n'est pas comme les autres. Comme je le dis souvent, ce n'est pas un candidat comme les autres. Il ne faut pas le traiter d'ailleurs comme un candidat comme les autres par rapport à tout ça et par rapport à cette espèce de Et, chantage intolérable qu'il exerce sur la justice. et comme vous le dites, on a vraiment cette différence entre le civil et le white law, entre la justice américaine et la justice française. Vous citez beaucoup d'exemples jurisprudentiels qui effectivement illustrent euh, la justice américaine face à la justice française. Mhm. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut parler un peu plus de ce procès pour montrer un petit peu plus la différence entre Ouais. la typologie de justice en fait qu'on peut avoir entre notre gouvernement et le nôtre, enfin entre notre gouvernement pardon et Le gouvernement celui des américain. États. Et ce qui se passe ici, ouais. Non, je sais, c'est des procédures qui sont complètement différentes, qui Mais sont expliquez fascinantes, pas d'ailleurs. mais complexes, parce qu'en plus, on rentre dans, effectivement, par exemple, les questions de l'immunité que Trump est en train de jouer aux criminels. Ce Tout sont à fait. des décisions qui ont déjà été jugées en civil où il a perdu. Oui. Mais on fait comme si elles n'existaient pas et on a le droit de les réutiliser au niveau du criminel. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, l'ironie du droit américain, c'est que quelqu'un qui est condamné, donc on part du principe qu'il y a un procès avant l'élection présidentielle, que Trump est condamné, effectivement, il lance des procédures d'appel. Je rappelle que ces procédures d'appel ne sont pas suspensibles de manière automatique, c'est toujours à la discrétion du magistrat. Le magistrat se base pour accepter ou pas une suspension de la peine pendant l'appel sur, par exemple, le casier judiciaire de la personne. Donc, d'un côté, on va dire, bah, Trump n'a pas de casier judiciaire. Ouais, sauf qu'il est inculpé maintenant 4 fois et il a perdu plusieurs procès civils. Donc, on ne sait jamais. Mais donc, on va imaginer Elle est en prison. que qu'il se retrouve en prison suite à ça. Et donc l'ironie de la situation, c'est que s'il est condamné en Floride, par exemple, où il réside, il perd son droit de vote. Donc, il n'a plus le droit de voter en étant un convict. Il n'a plus le droit de voter, mais il a le droit, au niveau fédéral, de continuer à être candidat. Il y a eu un cas très célèbre d'un candidat dans les années 20 qui était en prison et qui a été candidat et qui a fait un score honorable
pour l'époque. Donc oui, il aurait le droit d'être candidat, il aurait le droit de mener sa campagne d'une certaine manière dans les horaires possibles depuis une prison. Imaginons, mais là vraiment, hein, on me forcer à vraiment imaginer loin parce que on sait que, et c'est pour ça aussi qu'il ne veut surtout pas être jugé avant, c'est que autant un acte d'inculpation par sa complexité, est quelque chose qui est complètement, comment dire ça, qui n'est pas du concret pour les lecteurs américains. On le voit dans toutes les enquêtes, les focus group qui sont faits. Pour les Américains ne savent pas, par exemple, que un acte d'inculpation, et là Trump est très fort de rebondir sur cette ignorance, un acte d'inculpation n'est pas un acte qui est qui est fait par un juge, par un procureur, par un ministre de la Justice ou un président des États-Unis, que c'est un grand jury, donc ce sont des citoyens qui sont à l'origine de l'inculpation de Donald Trump. Et donc, aujourd'hui, le public américain voit l'inculpation d'un côté et une culpabilité judiciaire de l'autre. Et la culpabilité, pour le coup, euh, au terme d'un procès où il y a un jury populaire qui est là, aurait pas le même impact sur la campagne et on estime qu'une partie des gens, pas sa base, pas les 35% du Parti républicain qui votera pour lui quoi qu'il arrive, mais une partie importante du Parti républicain ne voterait pas pour lui s'il était, en tout cas c'est de leur déclaration aujourd'hui, on verra demain, s'il était condamné. Mais imaginons qu'il se retrouve en prison, qu'il gagne malgré tout, que les États-Unis décident d'élire un candidat qui est en prison. Euh, Là, en fait, il aurait plusieurs lois qui lui permettraient, entre autres ce qu'on appelle la supremacy clause, qui lui permettraient de sortir de prison, même si c'est au niveau de l'État, en Géorgie par exemple, de sortir de prison pour exercer sa fonction présidentielle, en partant du principe que la supremacy clause va dans le sens où on ne peut pas empêcher un président d'exercer son pouvoir et que donc la de prison s'auto- étant une manière de limiter son pouvoir, en utilisant cette clause, il pourrait sortir de prison. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse, William. Ben, je vous en prie. Très clair. Voilà. Ben, Et, une prochaine fois alors. et continuez Merci beaucoup. dans À votre, tout de suite. dans votre travail et Ah dans bah, votre... Et merci à vous. bah, merci à vous. À très vite. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. On va donner la parole à Steve Grinville et après on aura Théo. C'est en train de se connecter. Donc ça, c'est le grand mystère à chaque fois. X, ça se connecte parfois, ça se connecte pas, on sait pas. Là, c'est pas bon signe. Steve, c'est en train de pédaler. Donc voilà, il est écrit que ça se connecte, mais ça n'arrive pas à se connecter. Donc je te propose de redemander, de te relancer l'app de ton côté et de redemander à venir. Je vais donner la parole à Théo en espérant que cette fois-ci ça marche. Voilà. Donc je crois que c'est Théo qui peut se connecter, c'est ça? Oui, tu Ben m'entends, voilà. William, là? Très bien, Oui, pas de bonsoir, problème. William. Je me permets de poser une question un peu moins sérieuse puisqu'on est au moment des fêtes. William Raymond, c'est un Ouais, spécialiste de la politique américaine, mais c'est aussi un scénariste, je crois. Euh, ouais. à quand le, Oui, oui, à bien quand sûr. le film La Chute avec un scénario de William Raymond et metteur en scène Oliver Stone, par exemple? Ouais. Non, c'est pas dans mes, c'est gentil, c'est pas dans mes projets. Je suis sur la chute. En fait, j'ai été contacté par plusieurs éditeurs pour en faire un livre, hein. Mon background, mon passé, c'est d'écrire des livres. Donc, j'ai été contacté. Pour l'instant, je n'ai pas donné suite à ces demandes-là. On verra s'il y a une histoire à raconter. Il y a une histoire à raconter, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets. On m'a aussi contacté pour faire un documentaire, donc écrire et réaliser. Donc on n'est pas dans de la fiction, mais c'est clair que et là c'est pareil. Pour l'instant, je n'ai pas donné une suite favorable à ces demandes-là. On verra.
Mais c'est clair pour au-delà de la légèreté de la question et qui est bienvenue, c'est clair qu'on est dans un, en tout cas de la manière dont moi je le vis et je pense vous le faire vivre à travers mon compte Twitter et surtout le travail que je fais sur la chute, comme si c'était une série et qui souvent, lorsqu'on, malgré la difficulté de certains concepts judiciaires, pour moi c'est meilleur que n'importe quelle série Netflix. On vit ça en direct et j'espère bien, moi ou un autre, qu'à terme il y aura un traitement cinéma grand public ou un traitement série. Je pense une série serait plus appropriée de cette histoire-là, parce elle est complètement folle, et nous on a la chance, du moins pour l'instant c'est une chance, de la vivre en direct, d'essayer de mon côté de vous la décrypter en direct, mais d'ici quelques années on se rendra compte le moment historique que nous avons vécu ensemble. Donc ouais, j'espère, pour revenir à ton point de départ, qu'il y aura un traitement film ou série de la chose. Et on verra à ce moment-là. Mais c'est pas dans ce que j'écris actuellement et c'est pas dans mes priorités. Voilà. Oui, l'idée d'une série est bonne. Tu as vu la série sur Johnson aux États-Unis, en Angleterre, là? Sur, en gros, Non, je ne l'ai pas vu. Ouais, l'aboutissement du Brexit, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. ouais, non, ben, je regarderai. C'est toujours des sujets qui sont Ou extrêmement l'acteur. intéressants. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans Trump, c'est que là, on est dans de la gestion du quotidien. Moi, j'essaie toujours de mettre en contexte et en perspective ce qui est en train de se passer. Mais c'est intéressant aussi de se repenser, de remonter sur, de se repencher sur les mécanismes de son arrivée au pouvoir, comment l'opinion publique s'est peu à peu préparée à ça et aujourd'hui désire ça, comment une partie de l'électorat américain a glissé progressivement vers ce désir de plus d'autorité. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement intéressants. Voilà, tu vois, je suis en train de t'en parler, d'un coup, j'ai presque envie de me mettre à écrire. Voilà. Oui, parce que pour nous, Français, avec l'avenir qu'on nous réserve, c'est important pour des gens qui souhaiteraient peut-être sortir de l'Europe, de se rendre compte de l'exemple anglais, par exemple, et de voir qu'aujourd'hui, ils ont complètement changé la vie, quoi. Ça pourrait être un Ouais, bon exemple pour la France. non, c'est certain. Et puis de toute façon, il y a plein d'enseignements intéressants. J'en parlais en début d'émission lorsque j'ai fait cette émission spéciale sur la guerre Trump et la guerre contre Noël, de voir que ce sont les mêmes recettes qui sont utilisées. Alors c'est vrai, comme le disait François il y a quelques minutes, le droit américain et le droit français est complètement différent, donc c'est pas forcément les mêmes mécanismes, mais sur l'utilisation des fake news, sur l'utilisation des théories du complot, sur l'utilisation Mm. des réseaux sociaux, sur l'utilisation de tous ces débats ces faux débats de société, comment on crée un faux débat de société comme par exemple la guerre contre Noël, il faut regarder ce qui a été fait par Trump parce que vous êtes déjà en train, mais ça va encore s'amplifier en France, de vivre exactement les mêmes choses pour arriver à ce qu'à un moment, pourquoi Trump a cultivé, même avant Trump, pourquoi une partie de l'extrême droite américaine a cultivé, on l'a vu avec Fox, qui a commencé la guerre, du moins, de dénoncer la guerre contre Noël en 2005, c'est pour diviser encore plus le pays, parce que les extrêmes ont compris depuis très longtemps que pour arriver au pouvoir, il fallait que le pays soit divisé. Que si le pays n'est pas divisé, il y aura toujours une majorité d'électeurs contre eux. Mais si le pays est divisé, on peut arriver au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces tentatives de nous monter les uns contre les autres en ce moment. Donc voilà. Donc c'est vrai que Merci beaucoup. la série et le cinéma aident. Merci à À toi. bientôt. Bonne fête. Merci. Voilà, si nous n'avons pas d'autres... Steve n'est pas revenu. Ah, bah, il y a François qui est déjà de retour. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, François, je vous redonne la parole. Oui, Ça se connecte. Voilà. Allez, c'est encore à ouais, vous. c'est Pas de encore moi. problème. C'était pour juste revenir sur les derniers propos, effectivement, sur la société assez clivante.
en ce Ouais. moment, etc., et qui fait au final tout le jeu de Trump. Je pense que tout a un peu commencé avec lui à ce niveau-là. Le populisme qu'on a vu se généraliser avec Bolsonaro, avec celui qu'on appelle El Loco actuellement en En Argentine, Argentine. Ouais. voilà, etc. Et puis ce qu'on vit en France, et ce qu'on vit notamment sur Twitter aujourd'hui, où des simples mots comme bougnoule, etc., peuvent passer comme non racistes, ce qui me choque. Enfin, bon, on a Non, non, c'est clair, enfin, c'est clair, et tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que on a exactement, l'impression que ce ça sont vient des incidents isolés, que c'est un changement de la de société, population. mais en fait, ce sont un changement de société qui est orchestré et qui est voulu. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement important et que les débats aujourd'hui ne se posent plus, à mon avis, en termes de droite ou de gauche, mais en termes d'être pro-démocratie ou anti-démocratie. Je suis assez d'accord. Et sans rentrer dans une sorte de manichéisme, il faut aussi arriver à expliquer aux gens que le plus important, c'est pas forcément leurs idées politiques ou leurs idées spirituelles ou religieuses, parce que forcément ça va avec le spirituel, mais qu'avant tout, contrairement à ce que Trump ou Bolsonaro ou des gens en Europe comme Viktor Orban ou le président de la Biélorussie, par exemple, tendent à tout faire pour être dans le clivage. Et je pense qu'il faut plutôt se souvenir que nous sommes tous des êtres humains, hein, nous sommes tous. Ouais. Ouais, enfin, ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui galèrent plus que nous, donc voilà. Ça, Non, c'est c'est sûr, pour être c'est sûr, c'est sûr. très naïf, et voilà. Mais sur un avis plus politique, etc., et plus pour rejoindre la conversation de base, effectivement, je dirais que les affaires actuellement font les affaires de Trump, en fait. Enfin, le clivage actuel, Non, il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat qui est, il y a un climat qui est malheureusement, favorable. fort malheureusement, hein, mais de Trump. Et je respecte toutes tes idées, William, qui sont très fondées, très argumentées, très voilà. Mais malheureusement, c'est des arguments qui n'arrivent pas à atteindre beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre et qui, selon le clivage que tu as affirmé, n'arrivent pas à entendre aujourd'hui ce genre d'idées. Non, c'est sûr. Il y a une partie, il y a une partie de l'électorat, de toute façon, et je pense que l'enjeu n'est plus, pour l'instant en tout cas, de s'adresser à eux. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec mon fils aîné au lendemain de la défaite de Trump en 2020, en lui disant que quoi que fasse Trump en 2024, dans tous les cas, ça prendrait une ou deux générations pour faire passer ce mouvement pour appeler le Trumpisme, mais qui vient d'avant lui, de cette espèce de rejet de la situation actuelle. Et donc, quoi qu'il arrive, on aura en gros 15 à 20% de la population américaine qui ne peut plus, n'est plus réceptive à aucun de ces arguments-là. Et l'enjeu pour Biden va être de s'adresser et de convaincre des gens qui n'ont pas une opinion arrêtée sur le sujet et qui vont décider soit de voter pour lui en opposition à Trump. Hein, n'oublions pas que le meilleur candidat pour Biden, c'est Trump. Et donc, soit ces électeurs, ou alors des électeurs qui viendront voter parce que justement, ils ont le sentiment, bah, ça rejoint ça, les sentiments que la démocratie est en danger, ils n'ont pas une opinion ferme et ils viendront à la fin parce que aussi leur porte-monnaie, ils voteront avec leur porte-monnaie. Ça va être extrêmement intéressant de voir les effets de ce qui est en train de se passer actuellement, ce retour de l'économie américaine sur l'élection dans un an. Il y aura une partie des électeurs qui vont voter par rapport à ça. Donc on va suivre tout ça, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup, William. Joyeuse fête, merci, au revoir. Donner la parole hop, c'est en train de se connecter, RL, je crois que c'est RL.
pouvez parler. Il faut appuyer sur l'icône du micro tout en bas, dans le coin de votre téléphone. C'est à vous. Vous êtes connecté. RL. Vous m'entendez? Voilà. Parfaitement. Parfaitement. C'est à vous. Tout d'abord, bon, merci pour le travail effectué. Justement, on parlait d'argent et tu as beaucoup parlé de la base des joyeux lurons de Trump, mais côté financier, est-ce qu'il a déjà perdu du monde ou est-ce qu'ils sont encore au rendez-vous comme ils l'ont été en 2000, enfin les deux fois précédentes? Non, alors il n'y a pas lorsqu'on publie les chiffres, il n'y a pas de nombre de dons qui ont été reçus. Des fois, les campagnes mettent certains aspects de ces dons en disant qu'ils ont reçu X pourcentage de dons de moins de 5 dollars pour montrer par exemple qu'il y a un élan populaire pour arriver à ce chiffre-là. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, j'en ai parlé en début d'émission, mais c'est un sujet qu'il faut vraiment comprendre, c'est que même si Trump arrive encore à lever de l'argent et utilise tous ses soucis judiciaires pour lever de l'argent, on l'a vu au moment de son mugshot, mais on l'a vu aussi à New York, on l'a vu aussi dans les 3 minutes qui ont suivi, et quand je dis 3 minutes, je n'exagère pas, c'était déjà près d'avance, dans les 3 minutes qui ont suivi la décision du Colorado sur Truth Social, donc son site, il y avait des appels, des publicités donc, qui circulaient dans toutes les timelines pour des appels aux dons. Donc il continue à lever de l'argent, mais justement pas autant qu'avant, en tout cas pas dans les chiffres absolus et dans les chiffres lorsqu'on compare à Biden. On n'a pas les chiffres de ce dernier trimestre parce qu'il y a encore quelques jours, donc on les aura très bientôt. Donc on peut se baser sur ceux qui ont été donnés au mois d'octobre. C'est clair que du côté républicain, c'est Trump qui récupère le plus d'argent. Il a levé environ 40 millions au mois d'octobre. Donc ça inclut ce qu'il avait levé au moment du mugshot. Mais dans le même moment, Biden, qui lui n'a pas à payer pour ses frais judiciaires, qui lui n'est pas en campagne de primaire, a levé 71 millions de dollars. Donc c'est clair que l'argent, à un moment, va poser un problème. La difficulté, c'est que depuis 2016, on a oublié le truc que Trump est arrivé en 2015 en se présentant, en expliquant que lui, il était différent que des autres, qu'il avait une fortune personnelle et que il paierait, qu'on ne pouvait pas l'acheter et qu'il paierait pour sa propre campagne. Dans la réalité, il y a eu une seule fois où il a fait un chèque à sa campagne avec obligation de remboursement sous une semaine, c'était à la fin de la campagne en 2016, mais sinon, il n'a jamais mis le moindre centime personnel dans sa campagne. Et donc, résultat, ses ressources qui sont ses électeurs, il les tape depuis 2016. Il n'a jamais arrêté pendant toute sa présidence parce que dès le lendemain de son arrivée à Washington, il s'est déclaré candidat à sa succession. Donc, il a ouvert la campagne 2020. En 2020, ça s'est encore intensifié avec la création de cette super PAC qui s'appelle Save America, qui devait permettre d'aller prouver la fraude électorale devant les tribunaux. Ça s'est jamais passé, mais c'est Save America qui, par exemple, a payé les témoins, les experts que Trump a utilisés dans ses procès à New York. Donc c'est clair qu'à un moment, surtout lorsqu'on voit la constitution démographique de l'électorat de Trump, avec une partie des MAGA qui sont plutôt des gens de milieu modeste, voire très modeste, lorsqu'on les sollicite sans fin depuis 2 ou 3 ans, ça va poser problème. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a une telle avance de Biden en levée de fonds. C'est en tout cas, je suis impatient de voir les chiffres de ce dernier trimestre parce que c'est en plus une période qui est réputée difficile pour lever des fonds. Les gens préfèrent utiliser leur argent, ils ont bien raison, pour acheter des cadeaux pour la famille ou préparer des grands repas, etc., etc. Donc on va voir à quoi ressemblent les chiffres de fin d'année. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, donc voilà où on en est aujourd'hui de ce que l'on sait du financement de la campagne de Trump par ses électeurs.
Pour le coup, merci. Bon, effectivement, si on n'a pas les infos, ben, on peut pas les inventer. Mais pour le Non, coup, quand même hallucinant qu'on puisse financer avec de l'argent dédié à un fonds politique enfin, les déboires judiciaires de Trump. C'est complètement hallucinant. Surtout que c'est lui qui va un peu déterminer les experts qui va choisir, donc le montant qu'il va leur verser. Enfin, en tout cas, ils peuvent aussi se permettre de demander plus. Enfin, c'est inimaginable. Il n'y a pas de règle de financement de campagne aux États-Unis. il y en a, mais il y en a, mais très peu et avec énormément de zones d'ombre. Et donc, euh, la- la- et là, il y a des questions qui se posent. Par exemple, et c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Encore une fois, le problème avec Trump, c'est que chaque fois, on est dans de la nouveauté. Il n'y a jamais eu aucun président poursuivi comme ça. Donc, ou homme politique. Donc, il n'y a pas forcément de règles établies. Et donc, il y a des questions qui se posent. Je ne suis pas le seul à les poser, comme par exemple le fait de lever des fonds en 2020 pour dire, voilà, c'est pour payer des procédures judiciaires pour aller prouver que l'élection a été volée, ne pas utiliser cet argent-là pour ça, utiliser cet argent-là pour payer l'avion de Trump et payer son secrétariat et une partie de ses frais. Et puis, où on est allé très très loin, c'est ce qui vient de se passer à New York, où c'est une affaire. L'ironie de la chose, c'est que c'est une affaire complètement d'ordre du milieu des affaires, de business, sur des actes de fraude qui lui sont reprochés lorsqu'il n'était même pas candidat. Donc, qui date de la fin des années 2000 et pendant les années 2010, lorsqu'il était président de la Trump Org. Et on apprend que les 4,5 millions de dollars qui ont été utilisés pour ce procès-là, dont quasiment 1 million de versés à un expert venant témoigner en sa faveur, ben, ils ont été payés par Save America, donc qui servait soi-disant à l'élection de 2020, donc des gens qui ont donné. Et donc, je sais qu'il y a des réflexions de se dire est-ce qu'il faut mener des enquêtes à ce niveau-là. Il y a des enquêtes en cours parce qu'il y a eu par moment, ce qui est intéressant, je pense que c'est la seule manière dont les choses se débloqueront, c'est qu'il y a eu quelques républicains qui ont donné à Trump, qui ont à un moment décidé de déposer une plainte par rapport à cette utilisation des fonds. Et la plupart du temps, ça s'est terminé par un remboursement, un arrangement à l'amiable. Mais c'est clair qu'il y a des véritables questions d'utilisation de fonds de campagne pour on ne parle pas d'enrichissement personnel, mais en tout cas pour ses besoins personnels, ce qui en théorie est interdit. Mais il n'y a pas de poursuite en cours pour l'instant. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie, je t'en prie, à bientôt. Au revoir. Joyeuse fête. Joyeuse Euh, fête. on va prendre un dernier appel avec Stéphane. Stéphane, c'est en train de se connecter. Et puis après, on va arrêter là. Ça fait 1h30. Je dois vraiment y aller. Je suis désolé. Euh, Stéphane, c'est à vous. Non, Voilà, c'est en train de se connecter. Oui, c'est bon. C'est fait. Ok. C'est bon. Nous y sommes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Trump, c'est un cas qui sera peut-être réglé maintenant ou dans quelques années, mais les autres arrivent. Derrière lui, d'autres sont prêts à prendre la relève. On dit qu'on est anti-démocratie ou pour la démocratie. Mais le problème, c'est que si ces Mhm. gens existent, c'est que la démocratie actuelle a des gros soucis. C'est que Oui. les élites politiques sont en faillite totale. Donc, tant qu'ils vont continuer comme ça, il y aura d'autres Trump. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est certain que au-delà de Trump, ça part beaucoup plus loin et au-delà des États-Unis, c'est une question que l'on voit en Europe. J'ai pas de réponse de ce qu'on peut faire. Je peux vous expliquer aux États-Unis ce que l'on doit faire de manière impérative. C'est que au-delà après de la décision d'élire ou de ne pas élire un candidat antidémocratique, c'est que l'élection de Trump et surtout ce qui s'est passé en 2020 a permis de démontrer de multiples failles du système judiciaire et du système électoral américain qui a été conçu
il y a plus de 200 ans et sans jamais penser à ce genre de situation. Et donc, ce qui est important, parce que effectivement, il y aura d'autres personnes après Trump qui seront peut-être élues. Ce qui est important, c'est de fermer toutes ces failles-là pour empêcher qu'il y ait une mauvaise utilisation du pouvoir et que des personnes élues et qui soient antidémocratiques arrive à rester au-delà de son mandat. Ça, c'est pour le côté pratique aux États-Unis. Après, il y a tout un discours de il faut aller reconquérir ce terrain-là, mais bon, c'est un long débat politique qui a de multiples, qui a de multiples réponses. Est-ce qu'il faut investir plus dans l'éducation? C'est un point qui est, par exemple, qui est intéressant. N'oublions pas que Trump, comme d'autres, et Trump l'avait dit une fois qu'il adorait les électeurs qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas en tout cas d'éducation scolaire, parce que en fait, ça lui permet de pouvoir raconter ce qu'il veut et on voit les dégâts que ça crée actuellement. Donc c'est peut-être une voie, mais en tout cas voilà, sur le côté américain, la priorité et c'est très dur parce qu'il faut des majorités qui dépassent les cadres de simplement une majorité simple au niveau du Congrès pour fermer certaines de ces failles qui existent, que Trump a mis à nu, et que Trump ou un autre, qu'il soit demain démocrate, indépendant euh, ou républicain, pourrait utiliser lorsqu'on parle aujourd'hui de sa démarche de plaider une immunité totale. C'est une démarche qui est extrêmement dangereuse pour l'avenir des États-Unis et qui dépasse Trump. Parce que si on commence à faire un arrêt en disant que un président est un citoyen au-dessus des autres et qu'il a une immunité totale, quoi qu'il fasse à la présidence, on peut imaginer très facilement les excès que cela pourrait permettre. Donc voilà, donc la première chose, c'est colmater les brèches juridiques et au niveau du code électoral américain. Donc je parle vraiment du cas américain. Et puis après, c'est de repartir devant les électeurs et essayer de démontrer ce qui fonctionne pas. Mais c'est un vaste programme. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui, Stéphane. Ben, je nous souhaite bien du courage parce que j'ai bien peur que il a été élu démocratiquement une première fois. Il y en aura d'autres dans d'autres pays, y compris peut-être le nôtre bientôt. Donc, on peut combler les failles qu'on veut, mais tant que les politiques font pas un bon travail, Non, c'est il y en aura certain. d'autres. Et Faut le qu'on... problème, il vient avant tout de là, c'est que la démocratie, ouais. elle est pas très bonne non plus. Donc, Ouais, il faut continuer à être vigilant et proactif dessus. Donc voilà, merci beaucoup Stéphane. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Je suis désolé, mais ça fait 1h45 que nous sommes là. J'avais promis que ça soit court. Ça a été beaucoup trop long comme d'habitude. C'était un plaisir de vous retrouver. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui arrivent au programme judiciaire de Trump. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Je vous ai donné la chaîne, l'adresse de ma chaîne YouTube. Venez vous inscrire, venez nous suivre. On fait des émissions en différents formats. On fait des émissions plusieurs fois par semaine. On vous fera vivre en direct ce rendez-vous crucial du 9 janvier où une partie, pour rebondir sur Stéphane, une partie de l'avenir de la démocratie américaine va se jouer devant une cour de justice. Donc voilà, on sera là pour vous faire vivre tout ça en direct. Si vous voulez soutenir mon travail ici sur YouTube, il y a la possibilité de venir m'aider sur KissKissBangBang, de devenir un chutiste et de profiter de contreparties, comme par exemple de participer à un chat où je suis présent et on répond, on parle pas que, mais on parle aussi de politique américaine. Voilà, c'était Où est Mélania? Le point sur les procès Trump, c'était un space sur X qui, dans quelques heures, va devenir un bonus de la chute, donc qui sera disponible pour votre confort d'écoute
sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Joyeuses fêtes. Passez du temps avec celles et ceux qui vous sont chers. À très vite. Au revoir.